Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on va revenir sur le conflit qui oppose l'Éthiopie à l'Égypte, notamment en ce qui concerne la gestion du Nil. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Nil, qui est le plus grand fleuve d'Afrique, traverse un certain nombre de pays, dont évidemment l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Bon, il faut comprendre que le Nil est divisé en 3 parties. On a le Nil blanc, qui est l'endroit où le Nil prend sa source du côté des Grands Lacs. Ensuite, on a le Nil bleu, qui prend sa source maintenant du côté de l'Éthiopie. Et ensuite, les deux se rejoignent au Soudan et ils constituent le Nil qui arrive maintenant en Égypte et qui se reverse sur la mer Méditerranée. Excusez-moi, je prends un peu mon souffle, comme j'ai marché vite. Bon, alors, il faut comprendre que il y a une question qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie, notamment concernant concernant le Nil, notamment sur la construction, sur le projet de construction d'un barrage qui a été lancé par l'Éthiopie en 2011. Il faut savoir que déjà, entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie et d'autres pays de la région, il y a des accords réguliers qui sont négociés, qui sont discutés entre eux sur la gestion du Nil. Parce qu'il faut savoir que c'est une question stratégique, notamment la question de l'accès à l'eau. Parce que des pays comme l'Égypte, par exemple, dépendent à 90%, leurs besoins en eau dépendent à 90% du Nil. Et donc pour eux, il est une question absolument vitale de pouvoir maîtriser ou de pouvoir être informé de tous les projets qui pourraient être mis en place sur le Nil. Parce qu'eux, ils sont en aval et donc tous les projets qui sont faits en amont auront forcément un impact sur eux en aval. Et donc, l'Égypte est particulièrement vigilant sur tous les projets qui ont été mis en œuvre, qui sont mis en œuvre sur le Nil. Il faut même savoir qu'il y a un barrage en Égypte qu'on appelle le barrage d'Assouan et c'est ce barrage-là qui produit une grande partie de l'électricité qui est consommée en Égypte. Et donc, ce barrage-là aussi est approvisionné en grande partie par l'eau qui provient du Nil. Et donc, si on met un projet sur le Nil, et en l'occurrence un projet concernant la construction d'un barrage hydroélectrique, cela aura un impact sur le débit d'eau qui est disponible sur le Nil. Et donc ça aura un impact aussi sur le barrage d'Assouan qui impacterait la production d'électricité sur le plan local. Mais malheureusement, il faut aussi savoir que l'Égypte n'est pas le seul pays à dépendre du Nil, et surtout que le Nil a certaines caractéristiques naturelles qui pourraient être exploitées également par d'autres pays. Et donc, c'est le cas de l'Éthiopie qui estime que, étant donné que le Nil bleu prend sa source sur son territoire et que l'Éthiopie fait face à une demande extrêmement importante en matière d'énergie. Il faut savoir que 65% des Éthiopiens n'ont pas accès à l'électricité et les 35% qui y ont accès n'ont pas accès à une électricité stable et disponible à tout moment. Donc, pour l'Éthiopie, qui depuis une vingtaine d'années a amorcé un vaste programme de développement économique qui inclut la construction d'usines manufacturières. Il faut savoir que l'Éthiopie a décidé de se spécialiser un peu comme dans la Chine, il y a 20 ou 30 ans, dans les industries manufacturières. Donc, en Égypte, on commence à fabriquer un peu de tout. Et donc, les investisseurs directs étrangers qui viennent en Éthiopie viennent pour, évidemment, bénéficier de son régime fiscal attractif, du fait que, évidemment, les salaires et la main-d'œuvre sont extrêmement bas. Et donc, la seule solution pour l'Éthiopie de pouvoir répondre à cette demande qui est de plus en plus croissante est évidemment une fourniture en électricité en abondance et disponible tout au long de l'année. Oui, mais le problème, c'est que ce projet-là a entraîné la colère de l'Éthiopie. La colère de l'Égypte, pardon. L'Égypte, dans un premier temps, a fait savoir que notamment les accords sur l'Égypte, sur le Nil, qui avaient été négociés en 1959, donnaient une espèce de prépondérance à l'Égypte qui avait un droit de veto sur tous les projets qui pouvaient être érigés en amont du Nil. Et donc, l'Égypte a donc considéré que, l'Éthiopie violait les dispositions de cet accord-là. Et deuxièmement, l'Égypte a également la possibilité
en tant que puissance régionale, avait même dit que si les pays qui sont le long du Nil si un certain pays, par exemple, essayait de se dispenser, si tu veux, du veto de l'accord de l'Égypte, eh bien l'Égypte avait le droit d'utiliser tous les moyens, y compris la force, pour empêcher la réalisation de ce projet-là. Oui, mais ça, c'était il y a 20-30 ans. Maintenant, il est clair que dans la région, on voit bien que le rapport de force a changé, puisque l'Éthiopie également commence déjà à s'affirmer comme étant une puissance régionale, une puissance d'abord économique, et donc cette consolidation, la consolidation de cet affichage en tant que puissance régionale passe aussi par des questions de souveraineté, et justement la construction du grand barrage de la Renaissance, c'est une question de souveraineté pour l'Éthiopie. Il faut savoir que c'est un projet qui devrait durer environ 8 ou 9 ans, coûter à peu près 4,5 milliards de dollars aux contribuables éthiopiens. C'est un projet qui permettrait, s'il arrive à terme, de fournir 6000 mégawatts d'électricité, c'est-à-dire plus que ce dont l'Éthiopie a besoin, et l'Éthiopie a d'ores et déjà fait savoir qu'il serait prêt à vendre aux pays voisins le surplus de cette électricité. Et ça intéresse particulièrement le Soudan, ça intéresse l'Érythrée, ça intéresse le Kenya, qui sont des pays frontaliers à l'Éthiopie et qui font également face à une pénurie d'électricité. Et donc pour eux, ce serait évidemment un véritable bonus de la part de l'Éthiopie, surtout que comme ce sont des pays frontaliers, cette énergie-là serait également disponible tout au long de l'année. Et donc ça pourrait leur permettre eux aussi de résoudre une bonne partie de questions liées à la pénurie d'électricité auxquelles ils font face à l'intérieur de leur territoire. Oui, mais seulement le problème, c'est que l'Égypte n'en veut pas. L'Égypte donne plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Égypte explique que si on met en place ce barrage-là, cela va avoir un effet sur le débit du Nil. Et si c'est un effet sur le débit du Nil, ça va impacter l'Égypte à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du barrage d'Aswan, parce que si le débit diminue au Nil, ça va diminuer au niveau du lac Nasser, qui est le lac de rétention qui alimente le barrage d'Aswan. Et si ça diminue, ça va avoir un impact sur la quantité d'électricité qui sont produites. Et donc, ça va avoir un impact sur des millions d'Égyptiens qui n'auront pas accès à l'électricité, ou bien qui n'auront pas accès à une électricité de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle estime que si, par exemple, le débit du Nil diminue, par exemple, ne serait-ce que de 2%, ce serait environ entre 5 et 10 millions d'Égyptiens. Il faut savoir que l'agriculture avec le tourisme sont les principales sources de revenus des Égyptiens. Donc, l'Égypte estime que si le débit diminue de 2%, jusqu'à 5 à 10 millions d'Égyptiens perdraient leur accès à l'eau, ils n'auraient plus de l'eau en quantité suffisante, et donc ils perdraient leurs ressources de revenus, et donc ce serait 5 à 10 personnes qui tomberaient dans la pauvreté. Et puis l'autre facteur également, c'est que si on met un barrage en aval, ça aussi, ça va affecter le transport maritime. Parce qu'évidemment, il faut savoir qu'en Égypte, il y a le canal de Suez. Et le canal de Suez, c'est un point de passage vital parce que c'est l'une des zones qui rapporte également le plus de devises à l'État égyptien. Et donc, si ça va affecter, parce que les navires empruntent une partie du couloir du Nil pour passer par le canal de Suez. Et donc, pour eux, s'il y a une diminution du débit, ça va faire baisser le niveau du Nil bleu, et donc ça va affecter le passage des navires, parce que certains types de navires ne pourront plus ou se verront interdire le passage au niveau du canal de Suez, et donc ça va impacter évidemment sur l'économie égyptienne. Mais l'Éthiopie, elle, estime que les problèmes que l'Égypte pose, ce sont des problèmes internes à l'Égypte. Et donc, elle a également ses besoins. Elle a un besoin de développement économique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut développer. Le pays est en train de se développer. Donc, il y a des usines et autres qui sont en train d'être construites. Et donc, ces usines-là ont besoin d'électricité. Deuxièmement, il y a 65% de la population éthiopienne qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, pour eux, ce n'est pas acceptable. Il faut que ces populations-là aient accès à l'électricité. Et troisièmement, le barrage ne va pas seulement servir l'Éthiopie, mais ça va servir également les pays voisins qui eux aussi font face aux mêmes difficultés en matière d'approvisionnement en électricité. Et donc, déjà l'année dernière, l'Égypte avait demandé aux États-Unis, donc le président Fattah al-Sisi avait demandé au président Donald Trump d'être un peu un médiateur sur ces questions-là. Ils s'étaient retrouvés en janvier dernier à Washington pour justement discuter de ces questions-là. Malheureusement, ils ne seront
pas parvenus à un accord. D'un côté, on a l'Éthiopie qui estime que l'Égypte ne joue pas le jeu de la négociation parce qu'ils seraient venus avec leur propre plan concernant la construction du barrage, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tant le barrage qui dérange les Égyptiens, mais c'est surtout les lacs de rétention, les énormes cuves de rétention qui vont permettre de garder l'eau, parce que ce sont ces cuves-là ensuite qui alimentent les turbines et les turbines qui vont produire de l'électricité. D'accord? Donc c'est ça le principe du barrage hydroélectrique. Et donc ce sont ces cuves-là, parce qu'il faut savoir que selon les ingénieurs éthiopiens, ils devraient à terme, si le barrage est terminé, il faudrait savoir qu'il y a environ entre 4,9 et 5 milliards de mètres cubes d'eau qui pourraient être retenus dans ces lacs de rétention-là. Or, même si on sait que, par exemple, au niveau du Nil Bleu, le débit moyen de ce fleuve est d'environ 49 milliards de mètres cubes. Les Égyptiens estiment que si on enlève déjà presque 10% de cette quantité d'eau-là, eh ben ça pourrait affecter justement le Nil en aval et donc avoir un impact notamment sur l'Égypte et sur évidemment toutes les questions que j'ai abordées un peu plus haut. Donc pour eux, il est tout à fait... Et donc ils ont demandé que, au lieu, et bien entendu, les Éthiopiens avaient dit que dans leur programme, le remplissage de ces 4,9 millions de mètres cubes de zones de lacs de rétention ne se ferait pas en captant directement les eaux du Nil Bleu, mais plutôt en utilisant les eaux qui viennent du processus naturel. C'est-à-dire qu'il faut savoir que régulièrement, dans ces zones-là, durant la période de la mousson, il y a énormément de pluie. Et donc, l'Égypte a fait savoir que pour remplir ces cuves-là, eh ben, elle allait utiliser l'eau de pluie pour le faire. Mais l'Égypte répond que justement, en captant l'eau de pluie, eh ben, ils empêchent justement cette partie d'eau-là qui naturellement devait se reverser sur le Nil et donc aller alimenter aussi en aval le Nil qui en Égypte. Eh ben, en captant cette eau, c'est une eau qui n'entre pas dans ce processus d'alimentation du Nil et donc qui toujours aura un effet. Et donc l'Égypte avait plutôt proposé que plutôt de le remplir en 5 ou 6 ans comme le prévoyaient les Égyptiens, ils demandaient plutôt que cela se fasse entre 12 et 21 ans. Ce à quoi les Éthiopiens ont refusé catégoriquement parce qu'ils estimaient que mettre le processus de construction du barrage et sa mise en fonction sur une période aussi longue, eh ben c'est eux qui perdraient parce qu'évidemment les besoins sur le terrain sont urgents et c'est maintenant qu'il faille les résoudre et non pas si on met ça sur 12 ou 21 ans, eh bien évidemment les investisseurs, les usines auront largement le temps d'être fermées avant même qu'elles aient commencé à fonctionner. Donc pour l'Éthiopie, il n'en est pas question et justement pour l'Éthiopie en fait une question également de souveraineté nationale et c'est la raison pour laquelle le projet de construction du barrage de la Renaissance, c'est le projet le plus important actuellement en Égypte et c'est justement pour éviter toute forme de contrainte extérieure que le gouvernement éthiopien a décidé de le financer entièrement sur fonds propres. Donc les 4,9 milliards de dollars qui sont nécessaires pour sa construction, eh ben, c'est l'Égypte qui le fournit, l'Éthiopie qui le trouve grâce à ses ressources sur le trésor public et puis grâce à des donations d'investisseurs privés éthiopiens. Donc c'est la raison, donc ils ne veulent absolument pas que ce projet-là puisse être d'une quelconque manière être freiné par une intervention extérieure et donc c'est la raison pour laquelle ils ont déjà sécurisé le financement et donc c'est quelque chose qui logiquement, ils ont déjà terminé la phase de construction du barrage en lui-même. Ils sont maintenant dans la phase de remplissage. On sait déjà que les premières cuves devront être remplies d'ici le début de l'année prochaine et donc les 2 ou voire les 3 premières turbines pourront être lancées. Mais aux alentours de 2023, 2022, 2023, le lac de rétention aura atteint à peu près 80% de son niveau de remplissage et donc là ce sera environ entre 5 et 6 turbines qui pourront être mises en route et là à peu près techniquement le barrage sera environ 80-90% de son niveau de production et là ils vont commencer véritablement à distribuer cette électricité là. Donc pour eux c'est une question
de survie, et donc ils sont en cela aussi encouragés par les pays voisins qui ont besoin de cette électricité-là. Et puis la deuxième chose, c'est que le Soudan est particulièrement... le Soudan joue un peu le médiateur, jouait un peu les médiateurs au départ, parce que le Soudan est situé entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais ce qui est intéressant pour le Soudan ici, c'est que l'impact que ce barrage-là va avoir sur le débit de l'eau du Nil va aussi éviter que certaines régions, notamment aux alentours de la capitale Khartoum, qui font régulièrement face à des inondations, notamment durant la période de mousson, si on a un débit qui est maîtrisé en aval au niveau de l'Égypte, eh bien cela pourrait avoir un impact sur les populations qui sont situées au Soudan tout le long du Nil, et notamment celles qui sont situées dans des zones qui sont régulièrement inondées durant les périodes de la mousson. Donc ça pourrait faire qu'il y ait moins d'inondations, et donc qu'il y ait moins d'impact négatif sur ces populations-là. Donc pour le Soudan aussi, c'est un autre avantage qui est non négligeable. Et donc, malheureusement, lors des discussions en janvier dernier à Washington, ils ne sont pas parvenus, comme je l'ai dit, à un accord. Ils ont décidé de se retrouver en septembre prochain, certainement en Afrique du Sud, puisque le président Fattah al-Sisi a demandé au président Cyril Ramaphosa qu'il prenne le relais de Donald Trump dans la médiation, puisque le président Ramaphosa est l'actuel président de l'Union africaine. Et donc, le président sud-africain a accepté. Mais il est clair que le fait qu'aujourd'hui, déjà dans un premier temps, l'Éthiopie ait lancé les travaux en 2011, sans prévenir aucun des pays voisins, et encore moins l'Égypte. Et aujourd'hui, l'Éthiopie a toujours lancé dans le secret le remplissage de ces cuves-là. Il faut savoir que ce sont des images satellites qui avaient été prises dans la zone qui ont alerté justement les Égyptiens en leur montrant que ces cuves-là étaient en train d'être remplies. Ce à quoi l'Éthiopie a répondu que le remplissage de ces cuves-là ne se faisait pas par captation de l'eau du Nil directement, mais plutôt par un remplissage naturel à travers les eaux qui tombent durant la période de la mousson. Mais ça, évidemment, ça n'a pas convaincu les Égyptiens qui continuent de réclamer une suspension des travaux et une reprise immédiate des discussions. Ce à quoi l'Éthiopie n'est pas totalement réfractaire, mais ce que l'Éthiopie reproche à l'Égypte, c'est un manque véritablement de volonté de discuter sur les vrais aspects, puisque l'Éthiopie, quand on regarde cette affaire-là, l'Éthiopie a joué vraiment la transparence, notamment en ce qui concerne des aspects techniques du barrage. Toutes les questions que les Égyptiens leur ont posées, ils y ont répondu de manière tout à fait naturelle et tout à fait franche. Mais évidemment, pour l'Égypte, la colère est toujours là. Le fait que l'Éthiopie continue, malgré l'opposition de l'Égypte, à construire son barrage. Ça a l'air peut-être de rien, mais cette question de l'eau reste extrêmement vitale et extrêmement sensible, notamment dans ces régions-là où vous prenez le Soudan, vous prenez l'Égypte. Ce sont des zones qui sont semi-désertiques, voire désertiques, donc l'eau est extrêmement rare, et donc il y a régulièrement des tensions, des conflits sur ces questions-là. Il n'y a pas que le Soudan. Si on descend par exemple un peu plus bas, lorsqu'on regarde les pays des grands lacs, également autour du lac Victoria ou autour du lac Tanganyika, il y a aussi des tensions de ces pays-là, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources halieutiques, la gestion de l'eau en elle-même, sur les projets qui sont construits sur l'eau, et puis sur des questions d'environnement, notamment de pollution. Donc toutes ces questions de l'eau sont extrêmement sensibles, et donc peuvent être, si elles ne sont pas traitées sur un plan international, avec des discussions régulières sur le plan diplomatique, notamment entre les États, si ils ne se retrouvent pas régulièrement au sein même d'instances, parce qu'il y a des instances qui ont été créées là pour répondre justement de ces questions-là liées à la gestion de l'eau. Donc s'ils ne se retrouvent pas dans ces instances-là, il y a un fort risque que cela bascule en une véritable guerre. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. DAF Fresh Morning.